Il y a bien longtemps, des démons ont vaincu mes ancêtres. Aujourd'hui, ils reviennent pour me vaincre. J'accepte votre marché. Des armes contre de l'argent et de la soie. Ah, contre de l'or. Il vous faut combattre des démons, c'est plus cher. Non. Mes canons en viendront facilement à bout, Seigneur. Vous pourriez réécrire l'histoire. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle de la franchise Teenage Mutant Ninja Turtles. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Bonne écoute. Let's do it for Sensei. Okay, we're going. Everybody calm down. Look how calm I am. Bienvenue au Japon en 1603. Aujourd'hui, on parle des Tortues Ninja 3, sorti en 1996 et réalisé par Stuart Gillard, avec Elias Koteas, Paige Turco, Stuart Wilson, Sab Shimono et Vivian Wu. Je suis Mathieu et aujourd'hui, si j'ai de l'air à être dans un endroit très très fermé, ben c'est parce que je suis enfermé dans un Walkman. Alors, re-bienvenue dans la rétrospective des Tortues Ninja. Aujourd'hui, on est dans le 3e épisode où je vais être solo aujourd'hui. J'ai personne qui devrait me rejoindre. Ça viendra pas à mi-chemin de toute façon. Puis, en tout cas, pour l'instant, c'est pas mal entendu que j'ai personne d'autre pour le restant de la rétrospective. Dans le fond, on sait très clairement en général là, que dans la rétrospective, là, c'est les 2 premiers films là, qui sont les plus aimés. Là, fait que j'ai du monde là, pour les 2 premiers. J'ai pas insisté pour les suites, mais en tout cas, il pourrait y avoir peut-être une surprise là, pour le dernier épisode, mais j'y travaille fort, quoique ça me surprendrait que j'aie quelqu'un pareil. Fait que, on parle du 3e film, le très mal regardé 3e film aujourd'hui. Peut-être que ça va tomber dans... Il y a quelques films là, que j'ai couverts là, dans toutes les franchises là, qui sont regardés là, comme des pures merdes. Excusez un petit peu l'expression, mais ce film-là, dans le fond, je vais essayer de faire mon plus possible, de le regarder là, le plus objectivement possible envers 1993 où ce qu'on était, puis peut-être là, de regarder ça dans un autre sens en tant que tel. Je vais, sans vouloir le défendre, je vais essayer de regarder quand même les bons côtés du film. Là, parce que, ultimement, là, je sais que ça sera peut-être pas je vais jamais vous gagner là, du côté là, de pouvoir regarder là, ce film-là dans un bon sens, mais juste regarder quelques petites affaires là, qui sont quand même intéressantes là, que j'ai découvert sur le film. Notamment que le film, il a fait partie, là. Ce que je peux comprendre, là, c'est que les écrivains, là, Laird et Eastman, eux autres, ils avaient quand même le droit à dire sur la propriété il y avait quand même tout le temps là, un droit de regard, puis pouvoir donner leurs opinions. Puis, c'est pas eux autres qui faisaient les scripts, les affaires de même, mais qu'il y avait quand même un droit de regard sur la manière là, que les choses avançaient. Ce qui fait que des fois, il y a des choses là, qui pouvaient influencer, comme Toka et Razor dans le 2e film, des affaires de même. Mais on arrive au 3e film, puis pourquoi que eux autres vont quand même considérer que le 3e film est un peu légèrement meilleur que le 2e film. Peut-être pas les deux, un des deux dans le fond là, va considérer ça.
c'est qu'ils ont travaillé fort pour essayer de faire un genre de multiverse. Cette idée-là va être reportée là, dans un autre film que je vais couvrir là, au prochain podcast, le film là, de Turtles Forever. Mais on essayait de faire une idée que en bande dessinée, on va faire une histoire qui va rattacher les cartoons de 1987 et le film d'aujourd'hui. On va essayer de faire ça pour faire un... Ils vont pas se croiser, mais il va se passer quand même un peu quelque chose là, qui va lier des événements qui vont lier là, les trois multimédias ensemble. Puis j'ai trouvé ça bien intéressant. Savoir ça, pour dire bien honnêtement, j'ai cherché un peu partout parce qu'il n'y a pas grand chose là, comme information sur le film d'aujourd'hui. Puis j'ai carrément écouté un autre podcast là, sur YouTube pour finalement découvrir ça. Puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant sur le côté qu'on n'a pas essayé de juste pondre ce film-là. C'est sûr qu'il y a des affaires là, avec le budget limité, on a baissé un peu le budget, là, contrairement au deuxième film. Là, je pense qu'on est à 21 millions là, pour le budget là, du film. Fait que en tant que tel, il y a des affaires là, genre on voulait ramener un dragon. Des affaires de même là, qui avaient été, je pense, dans le cartoon ou dans la BD. Mais tout ça en 93, là, on a essayé là, de faire quelque chose à plusieurs niveaux. Moi, en 6e année, où j'étais à cette époque-là, je suivais plus vraiment là, les comics, peut-être par-ci, par-là, une fois de temps en temps, là, mais j'étais pas au courant là, du tout là, de cette histoire-là. Peut-être, en tant que tel, j'ai peut-être pas vu le lien là, à l'époque aussi. Et encore, pour ce temps-là, j'étais à peine au courant là, les bandes de Kevin Eastman et de Peter Laird. Mais c'est ça, fait que on a essayé de faire ça, puis je trouve ça vraiment cool, mais peut-être qu'on aurait dû le marteler un peu de nos côtés. C'est parce que on va le marteler un peu dans le film, où ce qu'on va avoir là, comme comme des dessins là, de choses passées, tout ça, puis on peut bien se poser des questions sur le film. Pourquoi c'est-tu pour une suite, des affaires de même, là? Mais c'est ça. C'était l'attaque là, de autres versions des tortues qui ont fait des voyages dans le temps là, plusieurs centaines d'années avant. Fait que on a le réalisateur aujourd'hui, le Stuart Gillard, qui lui a des nominations dans le fond là, de prix, tout ça. Il y en a genre 3 à son dans son CV en tant que tel, mais c'est pas des Oscars là, c'est plusieurs là, il a fait beaucoup là, de séries télé, mais en tant que tel, si on regarde son résumé là, par la suite, là, on parle là, des affaires là, comme Mega Piranha, il y a un film aussi, le King from Lost Island, quelque chose de même là, qui est un film là, direct rip-off là, pour essayer là, de concurrencer le film là, de Peter Jackson en 2005. Là, puis, dans le fond, il a travaillé là, pour le Sci-Fi Channel, d'après moi. Là, en tout cas, en tant que tel, là, je ne suis pas en train là, de descendre son œuvre, mais c'est ça. En tant que tel, je n'ai pas vu le restant là, de ses œuvres. Et c'est ça. En tout cas, je me prononce pas sur le film tout de suite. Alors, selon IMDb, voici le synopsis. Lorsque leur amie la plus proche, April O'Neil, découvre un ancien sceptre doté de pouvoirs magiques, les tortues doivent retourner au Japon au 17e siècle pour la sauver des griffes maléfiques de Lord Norinaga.
Fait que le film, bon, c'est une suite. Je sais pas si on a assez de clore une trilogie là, en tant que telle. Là, je ne crois pas vraiment. Là. Même si je dirais qu'à l'époque que j'ai vu le film, là, je sentais que c'était le dernier film. Mais c'est sûr qu'on va apporter quelques petites affaires. Là. Encore, on va ramener un peu la thématique de la famille, comme dans le premier film. On va rapporter un peu là, de l'idée là, de les enfants sont là pour jouer, je veux dire, de profiter, je pense, de la jeunesse au lieu de partir tout de suite avec les choses sérieuses du monde adulte. En tout cas, ça va être une thématique là, qu'on va apporter un peu dans le film. Mais sinon, c'est très lourd, des affaires basiques là, de quelque chose qu'on essaie de juste, comme toujours, attirer un peu là, un peuple battu, du monde là, qui sont jeunes en tant que tels et avoir juste des petites valeurs là, familiales ou traditionnelles. Alors, moi, ce film-là, je l'ai vu au cinéma à l'époque. Tu sais, j'étais comme un peu là, ambivalent là, en tant que tel. Là, je me rappelle, ma mère était allée me chercher genre à l'école pour pouvoir qu'on aille voir le film là, après le travail. Là. Je sais pas si c'était elle ou moi qui voulait le voir le plus, peut-être. Là, je peux pas me rappeler. Je sais que en tant que tel, là, elle détestait pas là, les tortues. Elle était pas fan, faut s'entendre, là, mais en tant que tel, elle avait peut-être une curiosité. Peut-être que j'avais poussé un petit peu aussi là, pour aller voir le film. Là. Fait que, en tout cas, je sais pas. J'ai aucune idée. Là, ma mère était seule dans ce temps-là, tout ça. Là, fait que j'ai aucune idée. Peut-être c'était pour faire quelque chose. J'ai aucune idée. Là, rendu là, c'est trop détaillé. Là, mais je me rappelle quand même là, de l'avoir vu là, après une journée d'école là, en début là, 1993. Là. On est 2 ans, dans le fond, après la sortie là, du dernier film. Puis, dans le fond, il faut s'entendre là, que la série là, de 1987 là, était quelque chose là, comme sa 5e ou 6e saison là, sur 7 saisons, je crois. Là. Fait que, tu sais, elle commençait là, à être pas mal attirée à sa fin. Là. C'est quand même énorme là, pour une série de cartoons là, de pouvoir durer autant d'années. Là. C'est énorme. Elle a duré 7 ou 9 ans. Là. J'ai pas les chiffres en face de moi. Là. J'ai pas noté ça. Mais c'est quand même... il faut s'entendre là, que la série... Là, les enfants qui étaient en 1987 ne sont plus à la même place en 1993. Fait que, tu sais, oui, il y en a une couple qui ont rentré, mais, tu sais, on s'en va tranquillement là, vers l'ère des Power Rangers par la suite aussi. Tu sais, on allait être renouvelé là, dans ce genre-là un peu plus tard, comme qu'avant ça, on avait, mettons, les G.I. Joe, les Transformers. Tu sais, mais là, on s'en va vers autre chose. C'est normal, je veux dire, il y a tout le temps, c'est jusqu'à ce jour, là, en tant que tel, là, je sais pas de quoi qu'on a, là, on a beaucoup de rétros qui reviennent aussi, là, sous nouvelle forme, mais, c'est comme les Ninja Turtles, ça, justement, là, mais, c'est ça, fait que, le film ouvre sur un plan que je pense que c'est le meilleur plan du film, où est-ce qu'on voit le soleil levant, c'est tout rouge, avec un cavalier qui apparaît et 4 cavaliers qui suivent. T'sais, si on a vu le poster du film, on pourrait peut-être penser que c'est les Tortues Ninja qui sont à la poursuite de quelqu'un. Peut-être qu'on a sauté dans le temps tout de suite, ou peut-être que c'est quelque chose qui se produit en ce moment, où est-ce qu'on va voir nos tortues en train de mettre sur des chevaux. Mais on s'en rend compte assez rapidement là, que dans le fond, c'est 4 cavaliers qui poursuivent un cavalier seul. Mais je dirais que la première minute du film, là, quand tout est rouge, je dirais que c'est probablement le plus beau visuel qu'il va y avoir dans tout le film. Le photographe David Garfunkel qui a photographié Rambo 3, c'est lui qui va photographier le film. Je sais pas si c'est tous ses choix à lui et le réalisateur. Pendant le film, il va y avoir souvent des changements de lumière pour certaines scènes. Puis des affaires de même, là, c'est des choses que j'ai rarement remarquées là, dans des films. C'est peut-être parce que soit il y a quelqu'un qui essaie de faire un genre de vidéoclip, quelque chose de même. Là. Ça m'arrive des fois de remarquer des affaires de même, là, mais ça, je trouve que des fois c'est flagrant.
Mais avec le début du film, c'est là où je me dis, ben, on a quelque chose, on a peut-être une bonne atmosphère avec tout. Je me rappelle du film quand même. Là, j'ai vu ce film-là la dernière fois, là, suite au dernier coup. Là. Avec le premier film et le deuxième film là, en rafale, probablement là, il y a 5-6 ans de ça. Je pense avant le podcast, honnêtement, je sais pas si j'ai écouté ces films-là depuis le début du podcast. Peut-être au début du podcast à quelque part, là, mais c'est ça, tu sais, on voit quand même le personnage de Kenshi qui est Kenshin, excusez, ça. Kenshi, c'est Mortal Kombat. Mais le Kenshin qui est sur la plage, tout ça, ça a l'air vraiment beau, tout ça. Tout le fait avec le filtre rouge, tout ça. Mais finalement, on va enlever le filtre rouge progressivement et on va retomber là, dans un film là, très standard là, visuellement. Puis c'est ça dans le fond, ben, le personnage de Kenshin se fait enlever là, par les 4 cavaliers et on fait un saut dans le temps où ce qu'on va être réintroduit à nos tortues ninja qui ont le même repère que le dernier film. Je ne sais pas si on a filmé à la même place, si on avait gardé là, le set monté, mais comme je dis, il y a beaucoup de... il y a pas beaucoup d'informations là, que je peux avoir sur le film. Il n'y a pas de bonus sur le Blu-ray, rien. Mais tu sais, j'ai comme l'impression qu'on a vraiment là, le même set qu'on a gardé du deuxième film, puis on s'est dit il va y avoir un troisième film, fait qu'on va le laisser monter. Parce que tout semble similairement pareil. Là. On n'a pas décidé de vraiment comme s'enfermer là, dans le train tout le long du film. Là. On voit vraiment tout l'espace au complet. Fait que c'est pour ça que j'ai un peu cette idée-là. On est réintroduit aux Tortues là, par la musique de ZZ Top, une chanson là, je pense que c'est 1985, Can't Stop Rockin', que moi j'étais un fan déjà de ZZ Top à cette époque-là, puis j'avais entendu l'album avec cette chanson-là dedans. Fait que tu sais, des fois, là, je parlais là, souvent dans le passé, ça fait longtemps que ça m'est pas... c'est pas arrivé où ce que j'ai croisé une musique que je connais dans un film. Là. J'ai commencé à m'y faire un peu avec cette idée-là, là, mais c'est à force, là, je pense, au podcast, à force de voir des montages avec des chansons que je connais. Mais peut-être que c'est un peu dans ces débuts-là où des fois, j'ai pas tout à fait aimé ça. Ben, ou quoi que ça m'a jamais vraiment dérangé parce que on n'essaie pas vraiment de faire... un genre de montage avec la chanson. Ils vont littéralement l'écouter là, pendant le film. Nos tortues, c'est sûr qu'on se rend compte qu'ils ont quelque chose qui est un petit peu différent du dernier film. C'est plus l'équipe là, de Jim Henson qui sont là, c'est All Effects qui font le visuel aujourd'hui. Pour mettre ça simple, c'est eux autres qui faisaient le lapin d'Energizer. Fait que puis ils ont fait aussi le Johnny 5 là, dans Cœur Circuit. Fait que tu sais, c'est pas le même genre d'animation, mais à quelque part c'est sûr qu'on est beaucoup là, quelques années là, plus tard. Fait qu'ils ont peut-être amélioré, mais ils n'ont vraiment pas amélioré. Puis tu sais, si on se base là, sur qu'est-ce qu'on a vu les 2 derniers films, c'est vraiment un coup là, de horrible là, qu'on a fait là, sur les tortues. Tu sais, ça se voit tout de suite en partant qu'on a coupé dans le budget et qu'on a pris quelque chose de beau, bon, pas cher. Tu sais, toutes les tortues, pendant qu'ils parlent, il n'y a pas d'animation. La bouche en tant que telle, on voit que il n'y a rien de doux en tant que tel. Ça fait juste comme bouger rapide. Puis, tu sais, je pense que c'est ça qui est le pire en tant que tel. C'est tout le côté animatronique, là, je sais pas si c'est un mot en français, là, qui est horrible, qui est mal ajusté. Tu sais, il manque un peu un côté là, un petit peu plus smooth. Puis, tu sais, peut-être que c'est plus... ça réagit bien plus rapidement avec le gars qui contrôle la bouche, tout ça, mais ça fait qu'on dirait que la bouche ou la tête, quand ils se mettent à parler, on voit que tout le casque au complet bouge. Fait que, tu sais, c'est vraiment gossant. Il y a un bout où on les voit souvent là, en train de parler là, directement pas loin de la caméra.
Puis on voit vraiment tout le temps le casque qui est en train de bouger à cause de la bouche, à cause qu'il n'y a pas un système qui fait que ça y va plus smooth, excusez l'anglicisme. Mais c'est ça, je veux dire, c'est vraiment... ça démontre comment que la technologie est pas à la hauteur de quelque chose qu'on a vu 3 ans avant. Là, c'est comme on va... À quelque part, là, l'équipe là, de All Effects aurait dû comme un peu construire sur ce qui a été fait d'une autre compagnie, même si c'est une autre compagnie, mais je veux dire, tu es capable de prendre un peu des technologies et de dire, bon, ben, on est capable de l'améliorer d'une telle manière, tout ça, mais c'est quelque chose qu'on ne voit clairement pas là, dans la performance là, des... puis les costumes, ils sont très similaires aux 2 premiers films, mais on voit que c'est comme un genre de cuir ou quelque chose de même, là, ou cuirette, là, qu'ils ont sur la peau, tout ça. Je sais pas, c'est-tu mieux que pas du styrofoam qu'ils ont, là, mais du caoutchouc qu'ils ont par-dessus eux, quelque chose de même. En tout cas, on voit que c'est pas la même texture, tout ça, puis ça a l'air vraiment pire à l'écran. Puis surtout qu'ils sont très bien éclairés là, pendant tout le film. Là, ils sont souvent au soleil. Puis en tout cas, c'est vraiment horrible. Ils sortent très très mal. Là. On a quand même le cascadeur ou la personne qui faisait là, Leonardo, mais c'est toujours la même personne qui est en arrière, là, qui était là, dans le 2e film. Puis on a ramené à la voix là, Donatello, qui était là dans le premier film là, pour Corey Feldman, qui était pas là dans le 2e parce qu'il était genre en réimitation. Il y avait un petit peu un problème de consommation. Fait qu'il était pas là pour le 2e film, mais on l'a quand même invité là, pour faire le 3e film. Mais aussi, une chose qu'on peut remarquer, par contre, on peut parler des costumes, mais j'enlève pas les combattants, dans le fond, qui sont dans les armures là, des tortues. Ils sont encore une fois là, des bons combattants. T'sais, on voit qu'ils sont très fluides en tant que tels. Puis ils vont tous nous montrer là, ce qu'on appelle des katas là, en karaté. Là, où ils vont se battre tout seuls. Puis ils vont ramener les armes. Puis ils vont se servir beaucoup des armes aussi. C'est quelque chose qu'on va rapporter dans le film là, qu'on n'avait pas dans le 2e film. Mais... on voit que le kata, puis ils sont capables de bouger là, parce que là ils sont seuls. Puis, dans le fond, ils montrent leur performance, tout ça. Puis, vraiment, tout sort bien en tant que tel. Là. Ils sont super habiles, tout ça. Un peu plus tard dans le film, ils vont se battre. Il va y avoir plusieurs combats. Il va y avoir, je pense, 3 scènes de combat majeures avec les tortues. Et pendant toutes ces scènes-là, il y a quelque chose qui va pas marcher. Je sais pas si dans le premier film, là, comme j'expliquais, là, il enlevait tout le temps, à peu près à chaque seconde, il enlevait 1 ou 2 images. Fait que ce que ça tombait, c'est qu'on avait 22 à 23 images secondes qui faisait que l'image allait un petit peu plus vite, mais sans qu'on s'en rende compte. Puis j'ai l'impression qu'on ne fait pas cette technologie-là, ou cette idée-là, plutôt dans le film d'aujourd'hui, qui fait que quand les tortues se battent et qu'ils doivent regarder, ils doivent prendre en compte là, qu'il y a du monde à côté, puis pas les frapper, des affaires de même, puis en plus avec la vision limitée qu'ils ont, je sais pas s'il n'y a pas un ralentissement quelque part, puis que, dans le fond, on voit que c'est comme une pratique, tout ça. Puis, je me dis, je suis quand même assez impressionné, pareil, par qu'est-ce qu'on voit au début, parce qu'ils sont tous seuls, puis tout ça. Mais c'est ça, par la suite, pendant tout le film, là, je suis là, oui, les chorégraphies sont correctes, mais pas à la hauteur de qu'est-ce qu'on a vu là, dans l'introduction, parce qu'il était tout seul et qu'il pouvait, dans le fond, se laisser aller, puis sans avoir calculé là, de ne pas frapper personne là, ou vraiment les endommager, tout ça. Là. Fait que c'est quelque chose là, que j'ai un doute là-dessus. Bien sûr, c'est ça, on est un peu réintroduit aux personnages de qui sont, puis bien sûr, on est introduit au tempérament de Raphaël, puis c'est lui que dans le fond, il va lancer son sail pour faire sauter la radio pour finalement que le film avance.
April, elle va arriver, là, elle est allée à un genre de friperie, là, Village des Valeurs, puis elle est allée acheter là, plein d'affaires, là, des articles là-bas pour apporter aux Tortues et à Splinter, puis dans le fond, c'est ça qui va pas mal faire démarrer l'histoire. Elle a toujours joué là, par Paige Turco, là, qui avait fait April là, dans le deuxième film. Elle n'a pas fait grand-chose entre les deux films. Là. Elle a joué quand même dans une série là, qui s'appelle All My Children. Puis j'ai fait quand même genre 80 épisodes là-dedans. Là, fait que d'après moi, elle s'était bookée là, quand même là, pour cette série-là. Mais après ça, elle a tout de suite ressauté là, pour faire le film d'aujourd'hui. Puis c'est ça, ben, ça va embarquer là, le restant là, de l'histoire. Pendant ce temps-là, ben, si on fait un voyage dans le temps, en 1603, on va rencontrer, on a Kenshin, là, que lui a été capturé là, par les 4 gardes là, rapprochés là, du seigneur Noranaga. Noranaga, qui est joué là, par l'acteur Sab Shimono. Je me dis, il me semble que son visage me dit quelque chose. Oui, je l'ai couvert au podcast, là, il y a plusieurs années, là, il y a quelque chose comme 5 ans, là, quand j'ai couvert Conan le Barbare. Il faisait là, le compagnon là, de Conan, Subotai, qui c'est ça, dans le fond, là, fait que j'étais quand même assez surpris, là, je m'attendais pas à ça du tout, là, quand je regardais, je dit, je l'ai vu dans Conan, puis qu'est-ce qu'il faisait, puis je tombe sur Subotai, fait que un film qu'il faudrait que je revisite, je pense que je le ferai peut-être en commentaire audio éventuellement. J'étais vraiment jeune au podcast là-dessus, puis je me suis acheté un livre là, l'année passée, là, je l'ai pas encore ouvert, là, mais sur Conan, puis je veux dire, c'est un film que je veux revisiter là, d'une manière, là, en tout cas. Laissez-moi savoir là, si ça vous intéresse là, que je fasse peut-être un commentaire audio là, mis à jour là, sur le film de Conan le Barbare là, de 1982. Là-dedans, ben c'est ça, lui, je sais pas, c'est supposé comme peut-être un descendant, c'est ce qu'on suppose là, en tant que tel. Je crois bien là, que c'est comme un descendant là, ou un ascendant plutôt là, de Roku Saki, là, le Shredder lui-même, là, peut-être pas là. En tout cas, moi dans ma tête fictive c'était pas mal tout le temps ça, mais bon, ça l'est-tu ou pas, je sais pas. Lui il est approché là, par un vendeur d'armes, là, le personnage là, de Walker. À l'époque, on avait la série avec pas Kurt Russell, avec Chuck Norris, Walker Texas Ranger, qui devait débuter là, dans le fond le mois suivant. Je ne savais pas si c'est une série que j'ai jamais écoutée. Là, j'ai vu qu'elle est par-ci par-là, mais j'ai jamais écouté. Fait que je me suis dit, je sais pas si maintenant on a voulu comme incorporer un peu qu'est-ce qui se passait un peu là, ailleurs, un peu pour mousser un peu là, des termes, des affaires de même, mais c'est ça. La série a commencé là, à débuter un mois après la sortie du film, fait que ça a comme peut-être aucun lien là. Lui, Walker, joué par Stuart Wilson, que je pense que j'ai vu là, dans rien d'autre, mais il va, quelque part, là, il est nommé là, comme Zorro Guy, quelque chose de même. Là. Non, c'est pas vrai, dans le fond, là, je l'ai vu là, dans Le Rocher que j'ai couvert, là, justement en commentaire audio là, pour le podcast. Mais le personnage, c'est ça, ou l'acteur plutôt va jouer dans Zorro quelques années plus tard là, avec Antonio Banderas. Fait que, tu sais, je l'ai pas vu ce film-là, là. Mais c'est juste un peu drôle là, qu'on va l'appeler Zorro. Puis finalement, il va jouer là, dans ce film-là. Je sais pas si ça a marché dans son CV. Puis on dit, hey, on m'a appelé Zorro. Puis il est allé jouer là, dans ce film-là. Là. Mais c'est ça, lui il va avoir son bras droit là, puis ça me fait comme penser un peu une genre de caricature de Batman 89 avec le Joker et Bob, son bras droit, puis tu sais on dirait que je trouve une genre de je ressens tout le temps ça, mais genre une parodie de ça. Je sais pas en tant que tel, c'est ça qu'on voulait faire là, mais c'est juste mon ressentiment là, pour ça.
C'est ça, lui il essaie de vendre des armes, des fusils dans le fond au seigneur Norenaga pour, dans le fond, pour que lui puisse conquérir là, tout l'alentour de son royaume, là, tout le village de Mitsu là, qu'on va aller tantôt. Mais c'est ça, lui, dans le fond, son garçon est en amour avec Mitsu, qui, elle, je sais pas si c'est son village à elle ou quoi, là. C'est pas très clair, mais ça a l'air quand même là, la chef du village, là, ou en tout cas, c'est elle qui est la tête, là, mais je sais pas si c'est son grand-père ou quelque chose de même là, que lui est le chef. Là, c'est comme on y va pas trop là-dessus, là. Mais, fait que elle, c'est un peu une histoire de Roméo et Juliette rendue là parce que on va pas jouer de même, là, mais c'est similaire à ça, là, en fait, d'idée. Mais là, Kenshin, lui, il peut pas être en amour avec l'adversaire, fait que lui, il va juste être... puis il sera pas... Bon, Lord Norenaga va passer près là, de vouloir couper la tête à son garçon, mais aussi faire peur plutôt. Mais ça va quand même fâcher Kenshin, où ce que lui il va aller s'enfermer là, dans un des endroits là, du château du royaume, et il va tomber sur le sceptre pour voyager dans le temps, qu'on a vu en parallèle en même temps que April elle a apporté le sceptre quelque chose comme pas loin de 400 ans plus tard, où elle a trouvé ça là, dans le village des valeurs, comme j'ai dit. Elle a apporté ça pour Splinter. Fait que lui, de son bord, il est en train là, de ouvrir les portes du temps, tout ça. Je sais pas qu'est-ce que c'est... Comment qu'on va fonctionner avec l'espace temporel. C'est comme si ça marche les deux en parallèle. Tu sais, j'ai écouté là, la série Outlander, j'ai déjà lâché ça un petit peu. Là, ça fait quelques fois là, que j'en parle au podcast, là, parce qu'il y a justement une affaire là, de parallèle. Je me dis, pendant plusieurs années, je comprenais pas un peu le côté temporel, que je me dis, bon, ben, ça n'a pas de sens que puisque c'est un affaire temporel, pourquoi que c'est lié avec un tel temps. Mais je me dis que, comme dans Outlander, c'est qu'il y a comme 400 ans là, qui séparent les temps. Puis, je me dis, ben, c'est peut-être ça en tant que tel, qu'il y a 400 ans qui les séparent. Là, c'est pas exactement 400 ans, là, mais sur le côté que tout est quand même en parallèle, puis c'est lié directement à un tel nombre de temps, là, qui est 390 années, là, quelque chose en même, là, mais c'est lié directement. Comment qu'on va faire aussi là, pour changer de place? Aussi, on n'est pas à le même endroit du tout. Là. Ben, théoriquement, là, quand la Terre, qu'elle tourne alentour du Soleil, ben, tu sais, normalement, on n'est pas à la même place là, à chaque seconde qu'on parle, tout ça. Fait que même si on pense qu'on est à la même place, on a déplacé tout ça. Mais comment qu'on fait de voyager là, de New York au Japon, je sais pas. C'est sûr que techniquement, on voyage de New York en Oregon, parce que c'est là, on a filmé tout en Oregon, on n'avait pas les moyens là, de filmer au Japon. Mais sinon, ben c'est ça, tu sais, on voyage en plus l'autre bord de la Terre aussi. Fait que, bon, honnêtement, ça n'a jamais été vraiment un problème, mais c'est quelque chose quand même que je dois aborder. Ouvre grand les portes du temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, on a April, là, qu'elle va transférer, elle va jouer, elle va se promener dans le temps, là, elle transférer en 1603, et Kenshin va transférer là, en 1993. En tout cas, j'imagine que c'est 93. J'imagine que c'est en live, mettons. Là. Ou, tu sais, on est peut-être 4 ans plus tard après le premier film, parce que, comme on parlait là, la semaine passée là, avec Steven, ben, c'est genre peut-être quelques semaines, même quelques jours après le premier film. Là, mais bon,
on s'en fout, honnêtement, là. Il y a encore le gag avec Splinter qui où ce que les tortues sont là, puis tout le monde est là en train de Kenshin là, qui est là un peu en train de paniquer, c'est quoi les tortues, tout ça, mais il se retourne de bord puis voir le rat, puis dans le fond là, il part, il va s'évanouir à partir de là. Fait que c'est comme un peu l'habituel, c'est le gag là. On a eu Kino dans le deuxième film, on a eu April dans le premier film là. Fait que April ne s'était pas évanouie là, après avoir vu Splinter, mais c'est là où qu'elle a vraiment là, qu'elle n'a pas trippé tout à fait là. Ben, en tout cas, peu importe. Fait que April, elle, dans son temps, elle est considérée une sorcière. Elle va essayer de jouer la carte, la sorcière aussi, mais finalement, elle va être un peu là, pas prise au sérieux là, par le personnage de Walker. Elle a un Walkman sur elle, puis dans le fond, elle va faire à croire qu'elle a gardé là, genre des musiciens là, dans le Walkman, puis que finalement, elle les a rétrécis, tout ça. Lui, Walker, il voit facilement au travers de ça, mais je sais pas en tant que tel comment il voit au travers de ça. Pourquoi il n'y a pas un peu un côté intriguant de c'est quoi cette affaire-là, c'est quoi, c'est comme un genre de choses qu'ils n'ont jamais vues, là, tout ça. C'est sûr que ça a été écrit encore avec une mentalité là, d'enfants là, entre 5 et 10 ans. Puis sans se casser la tête, avec un peu la mentalité cartoon aussi. Là. Fait que, tu sais, il n'y a pas vraiment là, de questionnement là, de qu'est-ce qui s'est passé là, tout à fait. Puis c'est correct en tant que tel. Là. Je ne la retiens pas contre le film, mais avec un film peut-être un petit peu plus repensé, ça pourrait quasiment là, le revenir au visage à quelque part un peu plus loin. Mais bon. En même temps, elle, avec toutes ses remarques, les tortues aussi font leurs remarques, tout ça, pendant le film. Des fois, c'est complètement ridicule. Ça n'a pas de sens. Puis des fois, là, je me dis, ils jouent vraiment avec leur vie là, en disant des affaires de même, mais on essaie là, de quand même apporter le film là, pour les fans de cartoon. Fait que, faut pas se pas. Faut juste s'amuser en tant que tel. C'est comme ça que je vais dire ça. Faut pas trop se poser de questions. Faut juste comme laisser ça aller. Comme genre 3 épisodes collés peut-être là, du cartoon des 87. Fait que c'est ça. Elle, dans le fond, elle va être emprisonnée avec au cachot là, en tant que tel là, dans la prison là, du royaume. Elle, il va y avoir un autre prisonnier qui va arriver dans le fond, là, dans la cage à côté, là, qui va s'appeler Whit, qui est joué là, par Elias Koteas, qui fait Casey Jones aussi. On va avoir apporté Casey Jones aussi là, dans le temps réel. Bon, pour parler d'Elias Koteas un peu encore aujourd'hui, c'était mon personnage préféré dans le film original. Aujourd'hui, il va passer le 5-6e certain. Là. Sa version du passé en 1603 est plus intéressante là, que Casey Jones lui-même. Casey Jones a passé à peu près là, en 14e. Là, il va passer, je pense, après toute l'équipe des guerriers, tout ça. Je trouve ça vraiment dommage là, de qu'est-ce qu'on a fait avec Casey Jones aujourd'hui en bout de ligne. Là. Il est là pour comme... je veux dire, juste faire la babysitter à quelque part, là, tu sais, il fait en tout cas, c'est complètement ridicule. Ça aurait été le fun qu'il n'y aurait pas, tu sais, juste se dire qu'ils ont amené Casey Jones, c'est bien le fun, mais j'aurais aimé ça voir Casey Jones fâché aujourd'hui, vraiment, tu sais, détruire quelque chose ou vraiment se battre contre quelqu'un. Ça n'arrivera pas du tout. Son alter, pas son alter ego, mais l'autre personnage qu'il va faire, le personnage de Whit, va faire un petit peu quelque chose aujourd'hui. Là, il va avoir son côté, là, qui va avoir toute une genre de rédemption en tant que tel. Lui, c'est un espion, mais que dans le fond, il veut s'en sortir, peut-être. Il veut essayer de sortir de ce monde-là, mais en tout cas, on va vraiment pas perdre de temps quand même avec lui. Il y a comme une histoire de fond.
Mais c'est ça, tu sais, je trouve ça quand même intéressant sur le côté qu'on se dit, bon, ben c'est un ascendant là, de Casey Jones, fait qu'on se dit que c'est un bon gars, puis que je veux dire qu'il l'amène avec eux autres, puis tu sais, quelque part, ça vient peut-être de nulle part sur le côté là, qui devient... qui va kidnapper April plus tard, là, mais bon, honnêtement, là, il est tellement rien en bout de ligne que c'est comme il sort de nulle part pour kidnapper April pour le dernier acte du film, là, un peu plus loin, là, mais c'est intéressant qu'il ait fait ça, mais je trouve qu'il y avait vraiment du potentiel de faire quelque chose. Je pense qu'il aurait dû amener Casey Jones dans le passé pour rencontrer en plus son ancêtre, puis qui fasse quelque chose. Je pense qu'il y avait plus un potentiel là-dedans. Au moins qu'ils doivent se battre pour, sur les avec Kenshi, quelque chose de même. Il devait avoir quelque chose. Excusez, c'est Kenshin, pas Kenshi. Mais c'est ça. Fait que je trouve juste ça dommage en tant que tel là, pour ça. Sinon, les tortues, c'est ça. Eux autres, ils vont prendre aussi, là, ils vont tout faire des calculs, tout ça. Puis, pour X raison, Donatello, on va se servir de lui pas mal, là, en tant que tel. Ça va être juste pas mal sa scène de pouvoir calculer tout l'espace-temps, où ce qui va, qui, dans le fond, c'est des masses, tout ça. Bon, ça marche-tu, ça marche-tu pas? Je sais pas, tout à fait. Je suis pas mal sûr que les tortues doivent peser plus que les guerriers, là. Mais tu sais, bon, ok, je me casse pas la tête, mais ben, eux autres, ils vont juste s'échanger, là, pour prendre la place, là, de la garde rapprochée, là, de Norenaga. Et ils vont faire un voyage dans le temps. Ils vont se ramasser sur un terrain de guerre où ils s'attendaient à être à côté là, dans un temple avec des prêtres alentours, mais c'est ça, c'est la garde rapprochée. Je sais pas exactement pourquoi ils ont besoin là, de ce sceptre là. Dans le fond, là, c'est un genre de porte-bonheur, là, tout ça, mais il doit avoir un genre de chose magique alentour, tout ça. Faut se rappeler quand même qu'on est dans un univers où ce qu'on a créé là, de 4 tortues et un rat, fait que qui ont été mutés, tout ça, fait que tout est peut-être possible dans cet univers-là. Fait que je veux juste à quelque part où on se dit bon, ça a du sens un peu à cause du mutagène, tout ça. Je suis pas sûr, mais bon, on s'en reparlera dans 500 ans, puis quand on va avoir là, des lions marchands, tout ça, des affaires de même, là, bon, et c'est ça. En tout cas, pour l'instant, là, c'est très hors de portée. Fait que, on a, pendant qu'il voyage dans le temps, ben Mike est séparé de toutes les trois autres, puis c'est ça que je trouve le fun un peu, c'est que, bon, dans le premier film, on a eu Raphaël, que lui est parti dans son aventure solo. Dans le deuxième film, ben, il y a encore Raphaël qui est tombé là, dans son aventure solo, mais aujourd'hui, Raphaël va être pas mal gardé avec les trois autres. Il va avoir son histoire un peu séparée des autres, mais on va donner un petit peu plus là, de temps d'écran à Michelangelo, que lui, dans le fond, je rappelle que son temps d'écran a été coupé au premier film, puis on va le rapporter un peu sur le plan principal aujourd'hui. Bon, ça sera pas grand-chose, mais ça va être lui là, qui va avoir un petit peu une petite histoire au milieu du film, là, puis vers la fin, là, c'est lui qui va fermer le film. Mais c'est ça. Fait que les tortues, ils voyagent dans le temps. Finalement, ils sont comme rapatriés après la bataille. Ils doivent, dans le fond, ils se battaient contre le village de Mitsu, je crois bien. Et ils sont rapatriés au royaume là, de Norenaga. Et finalement, ils vont s'arranger là, pour sauver April et la libérer là, de la prison. Dans le fond, c'est ça. Ils vont rentrer dans la prison. Il va y avoir un garde qui est là, t'sais. Je trouve que, je sais pas si c'est raciste ou quoi, là, ou ce qui est dans le fond, là, il a l'air à vraiment se moquer de lui, là. Je veux dire, c'est comme, je sais pas, c'est parce qu'il y a peut-être un peu une grosse posture, peut-être, là, je sais pas c'est quoi, là, mais ils vont rire de lui un peu, peut-être dans la même idée, là, que je parlais avec Steven la semaine passée, là, de Kino au début du film, là, du deuxième film, là.
Mais c'est ça. Fait qu'ils vont réussir à se sauver de là. Il y a des gags un peu avec Niles, là, le bras droit à Walker qu'on voit au travers de tout ça. Bon, c'est correct. Là, ça l'amène un petit peu là, de légèreté, tout ça. J'ai pas vraiment de problème avec les tortues qui arrêtent pas là, de dire des choses, qui font un peu le ton léger, tout ça. J'ai pas vraiment de problème. C'est sûr que le côté visuel de qu'est-ce que les tortues ont de l'air aujourd'hui est quelque chose là, qui est vraiment dérangeant. Mais tu sais, après un bout, là, ça fait au-dessus de 30 ans que je vois ce film-là et que j'ai comme passé à autre chose. Là, je vais juste pas me limiter là, aux costumes. En tant que tel, là, je voyais aussi le mauvais costume là, des 2 derniers films avec toutes les petites erreurs, tout ça. J'étais quand même capable de passer au travers de ça. Aujourd'hui, bon, je vois pas là, des genouillères dépassées, des affaires de même, mais c'est juste que le costume est pas mal horrible. Mais bon, je passe à autre chose pareil. Là. J'essaie de regarder au-delà de ça. Ce que je remarque le côté technique, c'est que beaucoup des tortues ont enregistré des dialogues, mais pas sur place. Ben, tout est réenregistré par la suite, il faut s'entendre. Mais, tu sais, quand les tortues vont finalement se sauver là, de la prison, ben, ils vont imiter Arnold Schwarzenegger et dire « I'll be back ». Mais, tu sais, on voit clairement les tortues, là, que c'est, je veux dire, il n'y a aucun synchronisme avec les voix, mais, tu sais, je pense que la bouche est carrément fermée, tout ça. Il y a un endroit où les tortues ne sont clairement pas là. Et je pense que c'était à la toute fin là, quand on va traiter le Norenaga là, de Don King. Ben, aucune tortue sont alentour de là. Fait que c'est comme impossible là, de dire ce commentaire-là. Mais ça fait rire un peu. J'ai pas vraiment quelque chose contre tout le ad-libbing que toutes les tortues vont faire pendant le film. Ils vont dire ben des niaiseries. Beaucoup de références à beaucoup de films. Que ce soit Kurt Russell dans Backdraft, que ce soit Zorro, comme j'ai mentionné tantôt, la famille Adams, il y en a amplement. Là. Honnêtement, je pense qu'ils ont mis le paquet là, pour les références, pour peut-être juste pour faire rire les gens, tout ça. Je pense que c'est ça qu'on essaie de faire, mais ça fait un peu désespéré quelque part aussi. Là. Des fois, c'est comme on essaie d'aller chercher tout partout pour dire hey, si t'as aimé la famille Adams, si t'as aimé... n'importe quoi, Zorro, le film n'était pas encore là. Mais, quand j'étais jeune, j'écoutais la série Zorro, mais je crois que c'est une série de genre les 60, 70, tout ça. Là, fait que, en tout cas, c'est comme ça vient de me sortir carrément, là, de m'apparaître dans ma tête, tout ça. Là, je parle de ça, mais j'ai jamais repensé à ça là, depuis plusieurs années. Là. Mais bon. Fait que c'est ça. Mike, lui, est séparé des 3 autres pendant que les tortues ont récupéré April. Puis, dans le fond, les autres vont se diriger comme par hasard vers le village de Mitsu. Puis Mitsu, avec sa bande de villageois, vont attaquer les tortues. Tu sais, je veux dire, c'est comme tout du hasard, tout ça. Puis, Donatello, au début, il a mentionné que dans le fond, ils ont 2 jours et demi pour faire toute la quête d'aller rechercher April et revenir. T'sais, on nous a mis une minuterie là, dans le fond là, pour dire que ça presse. Je sais pas, bon, ça n'a juste pas de sens, encore une fois, mais c'est correct qu'ils nous donnent un temps pour pas qu'on niaise là, puis dans le fond, juste pour que ça se passe dans un tel temps, puis tout le temps là, une course contre la montre. Mais c'est ça, fait que les tortues vont, dans le fond, va avoir une bataille là, mais Mitsu finalement va se rendre compte que ceux-là qui sont en train de se battre contre sont pareils comme celui-là qu'ils ont à leur village. Fait que dans le fond, il va y avoir une trêve avec eux autres. Puis quand ils vont se ramasser à leur village, le village à Mitsu est sous attaque. Mitsu, elle, qui est jouée là, par Vivienne Wu, je crois que je n'ai pas le nom en face de moi. Là. Je l'avais tantôt, mais pas là. Mais elle... je pense qu'elle n'a pas le même nom là, dans le film, là, dans le fond, là, Vivienne Wu, oui.
Mais tu sais, elle a joué là, dans plein d'affaires. Elle est encore actrice aujourd'hui. Elle avait commencé un petit peu avant, là, mais en tout cas, je veux dire, elle a joué dans beaucoup d'affaires, là, mais j'ai pas vu grand-chose là, dans tout ce qu'elle a fait. Là, je crois avoir vu... j'ai juste vu le Tortue Ninja, mais connu pour le dernier Empereur là, qui était sorti là, quelques années avant, tout ça. Fait que c'est... Qu'est-ce que... Tu sais... Honnêtement, c'est un film qui est basé sur les tortues. Puis, tu sais, tous les acteurs alentours, ça ont le fun à voir, tout ça. Mais, tu sais, c'est quasiment sans plus. C'est pas eux autres qui font les films. J'étais bien content de voir Subotai dans le film aujourd'hui. Mais, tu sais, en tant que tel, ça me laisse quand même indifférent. Je suis pas comme là, genre, waouh, ça me rappelle Conan le Barbare, mais c'est tout. Tu sais, j'ai pas nécessairement de plus de. Ça rehausse pas le film là, en tant que tel. Là. Ça aurait pu être n'importe qui. Mais tu sais, je parle de Conan. Le grand-père à Mitsu, ou le grand-père à Yoshi, je pense que c'est le père à Mitsu, dans le fond. Lui aussi, dans la rétrospective de Conan, il faisait j'ai fait le film le Sonia Larousse là, avec Bridget Nielsen. Je pense que c'est lui qui l'entraînait là, dans ce film-là. Fait que c'est un autre visage, je me dis, il ressemble à quelqu'un, tout ça. Puis finalement, c'est ça. Je l'ai couvert au podcast. Mais c'est ça. Fait que le village est attaqué là, par la gang à Walker. Que dans le fond, eux autres sont à la recherche du set pour des guerriers, là, la garde rapprochée là, de Norenaga, pour essayer de marchander tout ça. Puis du coup, dans le fond, lui, il veut réussir à vendre là, ses canons là, ou ses fusils là, à Norenaga. Peut-être essayer de montrer là, ou une monnaie d'échange, ça fait de même. Là, dans le fond, lui, il va faire n'importe quoi pour. Il cherche du commerce, tout simplement. Puis éventuellement, dans tout ça, c'est quelque chose là, que même depuis la première écoute, ça va toujours me faire rire de comment c'est monté. C'est tellement stupide, mais la passe là, où Michelangelo va passer à côté de Walker et voir une ressemblance avec Clint Eastwood, je l'ai toujours ri, puis je l'ai ri encore cette fois. C'est juste la manière que c'est apporté. Michelangelo est vraiment convaincu que c'est Clint Eastwood. Il ne ressemble en rien à Clint Eastwood, mais en tout cas, c'est ça. En tant que tel, je trouve juste ça complètement ridicule. Excusez, je ris un petit peu encore une fois, même à y penser. Après 32 ans, je sais pas pourquoi je la trouve encore drôle, là, mais bon, c'est mon côté enfant qui passe. Peut-être que c'est peut-être un peu pourquoi que des fois j'aime un peu ce film-là, parce qu'il fait toujours rire, peut-être encore après 32 ans, là, peut-être, je sais pas. Mais finalement, c'est ça. Walker va réussir à se sauver de là. Et c'est là où, dans le fond, les 4 tortues vont être réunies. Oui, ils vont sauver aussi le petit Yoshi que lui, dans le fond, il est resté dans la maison là, qui est en train de brûler. Je veux dire, la maison n'a pas de fenêtre. Je veux dire, pourquoi que le petit Yoshi n'a pas sauté par la fenêtre pendant que tout est en train de brûler? Je le sais pas. Là. Il est sur le bord de la fenêtre, tout ça. Il saute, passe par la fenêtre. Là, mais ça doit, dans le fond, fallait mettre une scène héroïque là, avec Michelangelo. Puis c'est correct en tant que tel. Là, j'ai pas de problème. Mais tu sais, comme la maison a vraiment de l'air à brûler. Puis on a envoyé quelqu'un en tout cas, il y a probablement un genre d'effet visuel, tout ça. Là, je pense pas qu'on a mis la vie en danger de quelqu'un. Là. Mais en tout cas, je trouve que c'est comme vendu assez bien là, que la maison est brûlante, tout ça, le feu sort de partout, tout ça. Mais en même temps, il faut le réanimer puis tout ça. Dans le fond, juste pour vraiment solidifier là, un peu là, le lien qu'il va y avoir entre les tortues et Mitsu. Mais c'est pas. Non, dans le fond, c'est pas Mitsu là, qui va essayer là, de garder le sceptre caché. Parce que là, c'est ça. On avait vu que le sceptre, c'était Michelangelo qui l'avait, mais qu'il l'a échappé une fois, là, qu'il a reçu là, une branche en arrière de la tête et qui est tombé de son cheval. Mais
il y a beaucoup. Il y a des scènes là, avec les tortues là, sur des chevaux. Puis ça, je vais admirer ça. Où ce que les tortues vont embarquer sur les chevaux et ils vont prendre des méchantes débarques. Puis en tant que tel, c'est sûr qu'il y a des paddings là, dans les. Dans le costume, tout ça. Fait que ça l'a. Leur chute était un petit peu moins néfaste que ce qu'on a vu. Mais quand même, je trouve qu'ils ont quand même... je veux dire, ils prennent quand même des bonnes débarques. Il y a Leonardo, par contre, que je sais pas ce qu'on a fait avec le cheval. On l'a quand même assez bien dressé pour vraiment marcher. Il est debout, tout ça. Puis, c'est correct en tant que tel. Les chevaux sont dressés, tout ça, là, mais... c'est juste un petit peu pour des moments de plaisir, tout ça. C'est juste un petit peu des moments de comédie. On a Raphaël qui va se rapprocher un peu là, du petit Yoshi. Yoshi, je sais pas si on est supposé de penser qu'il est parenté à Mato Yoshi, mais le film a été écrit par le réalisateur Stuart Gillard, là, puis je sais pas comment il était... comment il savait un peu là, comment que... Les noms japonais vont, mais normalement, c'est le nom de famille qui est en premier et après ça, le prénom. Le nom de famille serait Amato et non Yoshi. Mais là, on l'appelle... on a le petit Yoshi. On est supposé peut-être, je pense, de trouver qu'il doit être parenté avec le personnage là, qui... le sensei là, à Splinter, là, en tout cas pour mettre ça simple. Mais je sais pas. Sinon, on voulait peut-être embarquer là, justement sur une référence là, de Yoshi dans Super Mario World. Je pense que je pensais plus à ça en tant que tel là, à ce temps-là que de faire une référence à Mato Yoshi, ce que normalement qui aurait été le plus logique, mais je voyais peut-être un peu des deux. Mais comme je dis, c'est que il n'y a pas de descendance d'un côté, c'est juste celui qui ont le même prénom. Là. Mais c'est ça. Je pense qu'on est supposé aussi de penser ça. Mais tu sais, c'est une mentalité américaine aussi. C'est plus facile aussi de penser le nom de famille que de penser le prénom, tout ça. Là. Je pense, c'est peut-être moi qui regarde trop loin là, pour qu'est-ce qu'on essaie là, d'apporter, tout ça. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ça serait inacceptable en tant que tel, on irait pas mal là, mettre là, vraiment ça serait un Amato, là, carrément. Là, on s'arrangerait pour dire que c'est les Amato. Là, c'est ta famille Amato. Mais c'est ça, fait que il y a comme un lien qui est fait avec Raphaël et Yoshi. Techniquement, ça aurait dû être... il y a Leonardo qui va réanimer le petit Yoshi. En tant que tel, ils ont chacun le petit moment avec Yoshi. Il y a Raphaël, il y a Michelangelo qui va le chercher dans la maison, tout ça. Fait que, bon, c'est Yoshi, je sais pas pourquoi il va vraiment se lier plus avec Raphaël. Raphaël qui va commencer à dire des leçons de vie, que là, il est jeune, c'est pas le temps de... il devrait pas penser à la guerre. Moi, à cet âge-là, je veux dire, j'avais une tonne de fusils, puis je jouais toutes sortes de jeux de guerre avec mes voisins, mes affaires de même. Là. Fait que, je veux dire, c'est juste s'amuser tout court. Là. Mais bon, ça a l'air qu'il faut pas faire ça. Faut pas s'amuser avec des tortues ninja en train de se battre avec d'autres, avec le clan là, du foot, tout ça. Bon, c'est bidon un peu, à quelque part. Je pense qu'ils font quand même leur job là, de dire que la violence, faut pas prendre ça. Faut pas prendre la violence à l'écran là, en tant que tel. C'est juste des films, des affaires de même. Là. Je pense que c'est ça qu'ils veulent apporter. Là. C'est leur BA. Là. Mais sinon, c'est ça. En tant que le petit Yoshi, il va... parce que lui, il sait qu'il y a une grosse guerre qui s'en vient, ou que la bande à Walker a finalement réussi à faire une entente avec Noredaga, qui va avoir une guerre avec des fusils, puis qui va avoir des morts, et que le petit Yoshi, lui, il veut pas que Raphaël meure. C'est juste Raphaël, là. Mais j'imagine que ça inclut les trois autres, mais il y a juste un lien avec Raphaël. Là, il était inconscient quand Michelangelo l'a sauvé, puis aussi quand Leonardo l'a réanimé. Fait que il a fait un lien avec Raphaël, mais pauvre Donatello. En
tant que tel, là, lui, là-dedans, là, à part juste dire une couple de remarques, quand ils sont dans le bout avec April pour dire que c'est une tortue, il peut pas se lever, puis des affaires de même, des affaires là, qui étaient peut-être bien connues à l'époque, là. Mais c'est ça. C'est comme ça. Ça a très mal vieilli en tant que tel. Tout ce qu'il va dire pas mal beaucoup là, aujourd'hui. Quoique c'est quand même la grande boîte aujourd'hui. Lui puis Michelangelo vont lancer beaucoup de lignes aujourd'hui, mais la plupart de ces lignes là, ont mal vieilli là, pour notre cher Corey Feldman. Qui a renoué avec le personnage. Mais c'est ça, fait que Yoshi, lui, il sort là, carrément là, d'une cachette. Il va sortir le sceptre qui était caché là, dans sa chambre là, depuis depuis la capture là, de Michelangelo un peu plus tôt. Te fais pas de bile, petit. Personne ne va mourir. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu? Il est très tard. Viens te mettre au lit. Qu'est-ce que tu trafiques? Oh. Allons, Yoshi, on ne va pas jouer maintenant. Ta sœur me tuerait. Qu'est-ce que c'est? C'est pour toi, Raphaël, ça. C'est gentil. Il ne fallait pas... Je l'ai trouvé dans la forêt. Maintenant, toi et les autres capables, vous pourrez rentrer chez vous. Personne vous tuera. Alors là, je suis comme deux ronds de flanc. Alors, Norenaga et Walker font une entente pour... finalement, il va acheter là, des fusils. T'sais, on avait vu les écrits là, pour le passé là, de Norenaga, qui, dans le fond, il y avait comme des tortues qui ont battu ses ancêtres, tout ça. Fait que, en tout cas, je l'ai parlé tantôt. Puis, je suis content d'avoir avoir vu ça, là, dans le fond, là, dans le podcast que j'ai parlé tantôt. Là. Fait que je trouve ça intéressant d'un côté. Puis c'est ça, dans le fond, c'est ça un peu qui le pousse aussi à aller vers les fusils pour être sûr là, de peut-être là, finalement là, être sûr que lui, il va pas se faire battre là, par les mêmes démons, là, en guillemets. Là. Pendant ce temps-là, on a Whit qui va kidnapper April là, pour la porter là, à Norenaga. Et dans le fond, personne croit qu'il y a un voyage dans le temps, tout ça. Fait que lui, il dit, là, il faut ramener Kenshin. Excusez, au père, à son père, tout ça. Fait que il va kidnapper April, mais tu sais, c'est ça, tu sais, en tant que tel, là, on sait qu'il peut pas ramener April sans Kenshin, tu sais, en tout cas, il y a comme un lien qui c'est comme impossible, là, en bout de ligne, il y a comme un paradoxe, mais nous autres, on le sait, mais les autres le savent pas. Fait que, encore une fois, les tortues sont... je veux pas dire pognées, mais ils sont comme pognées pour encore aller libérer April qui est encore à la même place, à la prison, tout ça. Fait que, bon, on s'attarde pas trop là-dessus, nous autres. C'est juste une manière pour retourner là, au château là, de Norenaga. Où ce que, bon, c'est comme dévoilé aussi là, que Whit, depuis le début, il était embauché là, par Walker, dans le fond, il n'y a pas comme un virement de conscience. On essaie de juste un peu atténuer le fait qu'il est juste embauché, puis que pendant ce temps-là, on a vu qu'il y a comme un peu une petite relation peut-être là, qui se faisait entre les deux, mais elle ne voulait pas élaborer là-dessus, tout ça. Elle sait bien qu'elle doit partir dans le temps. Lui, il essaie de dire, j'aimerais ça sortir d'ici, puis elle a dit non. Fait que lui, peut-être que son idée, c'est de... tant qu'à pas pouvoir... je suis pogné ici, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire, tout ça. Mais bon, il va avoir un peu sa rédemption, un peu d'un côté. Lui, il veut pas de mal nécessairement, tout ça. Mais bon, c'est très là, d'arrière-plan. Pendant ce temps-là, on a Casey Jones, lui, de son côté, qui est en train là, de s'occuper là, des invités du temps. Qui, eux autres, c'est ça, c'est des guerriers, mais qui sont prêts à se battre. Mais bon, il va réussir à les occuper avec du hockey. Il va partir la télé, puis là, ça va les faire... ils n'ont jamais vu une télé, tout ça. Fait qu'ils vont devenir très accros à la télé.
et qui va très être. Mais on a toujours Kenshin que lui, pendant ce temps-là, il veut absolument retourner là, dans le passé là, parce qu'il sait qu'il y a une guerre là, qui se prépare, puis dans le fond, il fait ça là, pour s'habiller d'aimer, mais tu sais, c'est ça, c'est un petit peu ridicule là, d'avoir tout amené Casey Jones à ce personnage-là, là, le mettre comme ça. Là, je trouve ça un petit peu ridicule. On le met en goaler. Je trouve ça plate en tant que tel. Là. C'est comme à chaque fois que je vois ces scènes-là, là, je suis comme déçu. Je trouve ça vraiment plate de qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec ce personnage-là. Mais c'est ça, lui, Casey Jones va les apporter dans un arcade. Ils vont commencer à danser aussi sur Tarzan Boy, une chanson de genre 1982 là, qui avait genre 10 ans là, rendu là. Bon, on a essayé de plugger la trame sonore là-dedans aussi. Là, la trame sonore, moi je possède là, les 3 cassettes de Tortue Ninja, puis celui-là, ça fait pas exception. C'est sûr que les 2 premières cassettes, c'était plus la musique du temps, là, de 90, que j'ai écouté quand même beaucoup en boucle. Là, j'avais genre 1 heure plus, je pense que j'avais 1 heure et demie là, de bus à faire le matin, puis j'avais 1 heure et demie de bus à faire le soir. Fait que oui, j'avais des amis dans l'autobus, mais souvent j'avais quand même mon Walkman. Fait que les 2 premières cassettes ont marché beaucoup. Je dirais que la 3e n'a pas marché autant. Mais c'est comme la 3e est fait plus de musique. C'est pas de la musique du temps. Il y a ZZ Top là, qui avait genre 8 ans. Puis pareil pour Tarzan Boy. Puis il y a beaucoup de chansons qui ont comme passé leur temps. On avait la chanson Conga là, je me rappelle plus comment elle s'appelle là, mais on avait comme une version rap tout ça, mais je suis pas intéressé bien par le rap, mais bon, c'est correct, la trame sonore est correcte là, mais on a ramené là, genre le thème des tortues là, pour la version film, tout ça, qui avait aucun rapport dans le film aujourd'hui. Mais tu sais, puis on a un peu là, de la trame sonore, pareil comme dans les 2 premiers films, là, on a un petit bout là, de la musique là, de John DePrez là, qui fait la trame sonore. La trame est correcte dans le film aujourd'hui, là, mais tu sais, j'aime mieux qu'est-ce qu'il a fait là, dans les 2 premiers films, mais tu sais, est correct, on a comme un montage musical aussi là-dessus, mais tu sais, la trame sonore, on a encore Yak Kid K là, qui faisait une chanson sur chaque trame sonore, mais tu sais, on n'a pas de grosses figures là, qui apparaissent sur la trame sonore. Là, fait que... mais c'est ça, fait que je reviens à Casey Jones que lui dans le fond il doit, pour une raison, après plusieurs temps, pour essayer de juste comme calmer un peu là, les 5 guerriers dans le fond, à part Kenshin là, que lui va pas, lui il va rester avec Splinter. Je pense pas que c'était une bonne affaire en tant que tel, parce que Kenshin il est un peu instable, puis de le laisser avec Splinter, j'aurais quasiment peur. Puis même, tu sais, dans le fond, il va être prêt à lui activer là, le set assez rapide, puis tu sais, dans le fond, lui il va retourner dans le passé, fait qu'aussi bien avoir des gros bras avec lui. Pendant que Casey Jones est parti pour essayer là, de distraire les 4 guerriers, mais en tout cas finalement il va revenir à temps tout ça là, mais c'est comme il fallait qu'ils mettent soit quelque chose ou qu'ils mettent rien, qu'ils mettent une histoire un petit peu plus élaborée. Mais là c'est ça, c'est juste comme ils les occupent puis c'est tout là. En tout cas ça tombe très à plat là, ce côté là. Mais en même temps on est là pour voir les tortues, pour voir Casey Jones. Mais tu sais, j'aurais quasiment aimé ça voir un film. J'aurais aimé ça voir au moins Casey Jones pour les Casey Jones, les moments Casey Jones qu'on a. Fait que pendant ce temps-là, ben c'est ça. Les tortues se promènent alentour du royaume de Norenaga. Finalement, ils vont tomber face à face avec Norenaga. Puis ça va être la grosse bataille qui va s'en suivre. On va voir la confrontation entre Leonardo et Norenaga. Leonardo va se fâcher là-dedans. En tant que tel, je sais pas si il aurait dû faire ça. C'est comme à la toute fin. Si on regarde ça comme trilogie,
Leonardo est là pour être plus sage, puis là, c'est là où il va se fâcher, il va sortir son côté obscur, peut-être pour battre Norenaga, peut-être comme à la fin du Retour du Jedi, où ce que Luke il va peut-être un peu se fâcher, puis il va battre Darth Vader. Ben, c'est un peu similaire, sur le même piédestal, mettons, comme confrontation finale. Mais c'est ça, c'est juste pour que lui soit battu encore. Comme que son ancêtre a été battu là, par les autres tortues là, de je sais pas quel univers, là, soit la BD ou du cartoon. Hein. Mais c'est ça. On sait que le grand méchant en bout de ligne, c'est Walker. Walker, éventuellement, il va avoir une poursuite vers Walker. C'est un petit peu ridicule, parce que lui, dans le fond, il veut pas perdre son petit oiseau ou sa perruche, puis il va se sauver avec sa perruche, il va courir sur des toits, puis finalement, il va se ramasser sur le bord d'une falaise. Il va les menacer avec le sceptre. Le sceptre, j'ai oublié d'en reparler. Là. Il y a un bout où les tortues ne savaient pas quoi faire. Puis ils voulaient faire affaire avec le forgeron. Puis faire un autre sceptre. C'est comme, il doit avoir... c'est complètement ridicule. Même du haut là, de mes 12-13 ans dans le temps. Je savais bien que c'était complètement ridicule comme idée de vouloir faire un autre sceptre. Qui serait magique ou qui ferait passer dans le temps, là, tout ça, c'est complètement ridicule. Puis il est là avec son en train de mesurer tout ça. Je veux dire, c'est comme il y a comme une mémoire photographique qui sait exactement la longueur du set, tout ça. Là, c'est complètement ridicule. Mais c'est ça, en tout cas. Fait que le set, il y a comme un petit moment où peut-être qu'il va être détruit parce que Walker va le lancer dans les airs et que les 4 tortues vont le rattraper. Je pense que c'est Michelangelo qui va réussir à l'attraper, mais sur le point de tomber. Puis là, ses 3 frères vont le retenir, tout ça. Il y a comme un moment d'unité, tout ça. C'est correct là, en tant que tel. Mais c'est ça, fait que c'est comme un peu peut-être la rédemption de Whit, c'est lui qui va en guillemets achever Walker. Il va se fâcher contre lui parce que Walker, lui, dans le fond, il était il voulait tuer les tortues. On a eu le petit moment là, où ils sont prêts pour l'exécution pour pouvoir toutes les abattre, mais toute l'équipe de Walker sont prêts à tirer avec le fusil, mais qui sont là en train d'utiliser le côté démon pour dire il y a une raison pourquoi que Walker veut pas nous tuer lui-même, parce qu'on est des démons, puis dans le fond vous allez descendre aux enfers, tout ça. Puis Walker, lui, il croit, il est vraiment pas on l'a vu un peu plus tôt là, dans le film où April, elle voulait faire à croire qu'elle était une sorcière. Lui, il embarque pas dans cette pensée-là. Puis, il sait bien là, que c'est pas c'est genre des créatures, des affaires de même, mais c'est pas des démons de l'enfer. Mais, lui, il joue avec ça. Il est plus intelligent que ça. On va utiliser un petit peu la même passe que dans le premier film où Michelangelo avait caché sa tête là, dans la carapace de tortue. Là, c'est Leonardo qui va le faire là, une fois que Walker va activer son canon. Il va se cacher la tête là, dans sa carapace. Ça fonctionne, là, mais c'est comme... C'est correct. Là. Je veux dire, au pire, c'est un callback là, du premier film, mais c'est tout. Mais c'est ça, c'est comme la mort de Walker, c'est bon. J'en ai parlé une couple de fois au podcast. Je me rappelle plus dans quel film j'en ai parlé. Là, il y a peut-être 2-3 mois de ça. Mais c'est sûr, c'est comme la fin de Die Hard. C'est le méchant qui tombe de la bâtisse là, de Nakatomi, là, que son nom là, m'échappe en ce moment là. Mais c'est comme complètement ridicule que Walker qui tombe dans l'eau, mais on n'a même pas une éclaboussure à rien du tout, il fait juste disparaître dans l'eau, tout ça. Je comprends qu'il y a des vagues, tout ça, mais il se pourrait avoir une petite éclaboussure, tout ça, mais ça apparaît pas, tout ça. On n'a même pas pris notre temps. Ça se voit quand on regarde toute la production qu'on s'en fout un peu. Puis c'est ça qui est dommage un peu. Là. C'est tous des détails de même que quand on pense au film, on se dit
on n'a pas voulu donner d'attention, puis c'est ça. Fait que ça finit comme ça. Paul Walker, puis dans le fond, on n'en revoit pas Whit du tout, là, du tout du film, là, en tant que tel. C'était comme il devait exécuter le Walker. Puis c'est sa rédemption. Je sais pas si c'est un bon message. Tu sais, si on essaie de faire attention à des affaires de même. C'est sûr, comme j'ai dit, on a ramené les armes, tout ça. On s'en fout un petit peu là, des commentaires des parents là, dans le film aujourd'hui. Mais c'est comme quand on est plus sérieux, on est plus âgé peut-être. Ben c'est là où on peut partir en guerre, puis c'est là où on peut assassiner quelqu'un quasiment de sang-froid. Là, parce qu'en bout de ligne, il fait plus rien, il n'a pas menacé aucune tortue, tout ça. C'était comme un moment désespéré qu'il a fait juste pour les écœurer. Il a lancé le set dans les airs, puis finalement, ben Whit, lui, il arrive, catapulte. Puis que, tu sais, bon, c'est pas directement sur lui, mais dans le fond, c'est carrément pour assassiner Walker, tout ça. Bon. C'est autant gratuit que c'est peut-être que la grosse mentalité en arrière de ça, ça va être transmis génétiquement à son, je sais pas, son arrière, ou avant, plutôt peut-être. Petit-fils de Casey Jones, où ce que lui va tuer là, sans... il va tuer le Shredder là, dans le premier film, ou tenter plutôt, là, parce qu'il était pas mort, là, mais bon, je sais pas si c'était un clin d'œil à ça, là, c'était la mentalité en arrière de ça. Mais, en tout cas, nos tortues doivent retourner en 1993 et nos tortues est prête. Tout simplement, là, au revoir, ça presse. Ils l'ont vu au tout début du film que c'était pas long, qu'une fois que le set est activé, il faut se dépêcher. On a les au revoir avec Mitsu, avec Yoshi, avec tout le monde, quasiment tout le village au complet, les tortues une à une, Raphaël et Yoshi, c'est sûr, c'est gros moments émouvants. Mais c'est pas... Tu sais, dans le fond, on a Michelangelo qui pense rester dans le passé. C'est là où on a plus une histoire, je pense, approfondie avec Michelangelo, que justement, lui veut rester là. Puis, tu sais, dans le fond, il n'y a rien à revenir là, tu sais, qui pourrait le rattirer là, à revenir en 1993. Mais, tu sais, en même temps, c'est scellé l'avenir pour aussi le guerrier là, en 1993. Tu sais, c'est très égoïste d'un côté. Puis, tu sais, on s'en fout carrément là, du guerrier en 1993. T'sais, dans le fond, il faut qu'il se déplace, tout ça, mais il y en a un qui se déplacera pas à cause que Michelangelo a décidé de rester là. T'sais. C'est complètement ridicule, c'est très égoïste là, de Michelangelo, mais encore là, je crois pas que l'écrivain du film, alias le réalisateur, pensait à ça du tout. Il sait que dans le fond, c'est aux tortues qu'on pense, tout ça. J'avoue qu'en 1993, je pense que je pensais aux tortues, je pensais pas aux 4 guerriers, qu'il y en a un qui allait rester là, tout ça. Peut-être que je m'en ai rendu compte par la suite, mais c'était pas vraiment ma préoccupation, là. Il faut bien s'entendre. Fait que, tu sais, je trouve qu'ils vont quand même jouer un petit peu la carte assez bien, où ce que Michelangelo va être comme coincé un peu dans le temps, mais, tu sais, April est partie tout seul dans le temps au tout début, fait que il y a toujours un moyen là, de revenir dans le temps aussi. Là. Non, c'est vrai, ils ont mis la contrainte là, du 60 heures aussi. Là, fait que c'est du 60 heures. Tu sais, April, elle, ça a fait 60 heures. Dans le fond, c'est son 60 heures à elle et non à Michelangelo, j'imagine. Mais pour une raison X, le 7, lui, va pas l'avoir pris là, à quelque part. Ça fait 4 fois là, en dedans là, de 60 heures là, qu'il va être activé. Puis dans le fond, il va carrément là, être brisé. Là. Il va être carrément calciné là, quand Michelangelo va revenir en 1993. Ça aurait été intéressant pareil, quelque part. Là, bon, j'avais vu quand même des rumeurs là, avant de pouvoir lire de voir qu'est-ce que j'avais vu là, pour la trilogie là, avec les divers médias là, avec la BD puis le cartoon là, avant d'avoir ça, je pensais qu'on mettait en place quelque chose que j'avais lu, mais ça a l'air que c'était erroné dans le fond là, mais que dans le fond on voulait peut-être mettre en place un 4e film qui allait jouer dans le temps puis qui allait revenir dans le passé, mais finalement c'est tombé à l'eau.
Puis qu'on a décidé là, d'avoir quand même Michelangelo qui revienne, tout ça, mais c'est sûr. C'était le choix, mais c'était le fun quand même de juste donner un peu l'idée que peut-être qu'il aurait été laissé dans le temps, puis c'est correct en tant que tel. Là. Je dirais que le troisième acte est mieux que le dernier acte là, de Tortue Ninja 2 là, d'une telle manière. Là. Mais ça veut pas dire que nécessairement que je vais l'endosser. Alors, on arrive au moment décisif sur le film. Bon, c'est un film pour enfants. C'est un film que je me suis pas vraiment emmerdé à écouter le film. Honnêtement, là, je veux dire, j'ai passé par-dessus là, les costumes là, depuis plusieurs années. Je sais qu'ils sont horribles. Puis honnêtement, je trouve ça quasiment plus drôle de voir comment que c'est horrible. Mais tu sais, je peux pas endosser ce film-là. Là. Mais tu sais, je peux pas le condamner. Parce que en tant que tel, tu sais, j'ai eu quand même un peu de fun à écouter le film. Tu sais, bon, c'est un... Je vois, tu sais, il va être en limite rouge et jaune. Tu sais, c'est un peu une insulte sur les deux premiers films, mais bon, on a essayé de faire quelque chose. La mentalité était peut-être pas correcte. Le réalisateur, son script est peut-être... tu sais, dans le fond, il s'en fout pas mal. Tu sais, puis tout le monde s'en fout un peu. Mais j'ai pas vraiment de problème à écouter ce film-là en trilogie de 1, 2, 3. Je vois pas ça 1, 2 seulement. Tu sais, je veux dire, j'ai toujours eu du fun quand même à l'écouter. C'est décevant. Il y a des trilogies qui sont pires, qui vont se terminer là, dans la même année, en 1993, et que je vais vraiment être plus insulté. Ben, je dirais peut-être que j'ai eu un coup de pelle au mois de mars, puis au mois de novembre, quand une autre trilogie a terminé, ça a été encore pire. Mais un jour, on parlera de cette trilogie-là là, de Robocop qui a terminé la même année. Mais bon, le film d'aujourd'hui, c'est clairement pas à la hauteur des deux premiers films. C'est pour ça que c'est sûr que, tu sais, mais c'est pas si pire que ça. Honnêtement, là, c'est sûr qu'il faut... Je crois qu'aussi, pas mal tout le monde comme moi ont vieilli aussi, puis que quelque part, ben, les autres, ils ont... c'est pas mal comme le deuxième film, comme qu'ils essayaient là, de garder quand même le côté plus jeune. C'est sûr que le côté... ce que je suis quand même assez impressionné dans le film aujourd'hui, c'est le côté où ce qu'on a ramené là, les armes, puis vraiment dans l'avant-plan, je veux dire, toutes les quatre tortues, là, ils se servent de leurs armes là, tout le long du film, que j'ai trouvé intéressant aussi. Bon, il y a des affaires, là, l'histoire, tu sais, puis toutes les mécaniques, des affaires de même, là, c'était un peu les mécaniques là, temporelles, tout ça. Bon, ça marche pas tout à fait. Mais c'est les tortues. En tant que tel, c'est le fun que j'ai eu avec les tortues aujourd'hui. Peut-être Clint Eastwood qui m'a encore fait rire après 32 ans, peut-être, je sais pas. Mais je suis quand même à l'aise à dire que c'est pas le pire film que j'ai couvert au podcast. J'en ai fait des pires. Il y a des films qui m'insultent encore plus. Puis que je suis fâché, que je suis déçu de moi-même, que je me sens quasiment tout crasseux après avoir écouté comme film. Mais pas ce film-là. En tant que tel, là, c'est pas la pire affaire. Mais tu sais, je reconnais que c'est pas un film endossable, là, mais c'est pas la pire des affaires. Fait que ça se situe entre le rouge puis le jaune, mais c'est pas un film là, c'est un film que je vais réécouter, c'est certain, tout de suite à la suite là, du deuxième film. Là. La prochaine fois que je vais l'écouter. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben non, pas la semaine prochaine, dans le fond, pas si loin que ça. Dans le fond, on va continuer avec la lancée, dans le fond, juste parce que je ne l'ai pas passé une semaine là-dessus. Mais on va parler là, de 4 films. Ça va être un épisode un petit peu plus condensé, mais on va parler là, de des films de Tortue Ninja qui se sont qui ont apparu là, un peu dans divers médiums au courant là, des années. On va parler là, de TMNT, le film de 2007, qui est une suite du film d'aujourd'hui. On va parler là,
versus Batman, qui est un film de 2017, je ne me trompe pas. On va parler aussi là, de Turtles Forever, là, je pense que c'était en 2009. Et on va parler là, le plus récent, là, qui est un film de 2022, je pense, là, que j'ai vu au cinéma, là, Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem. Fait qu'on va parler de tout ça là, au prochain podcast qui va sortir cette semaine. Souvent que je fais des rétrospectives, j'aime ça faire un épisode, au moins un épisode bonus, essayer de rajouter quelque chose un peu plus là, dans le lore. Puis c'est ça, dans le fond, là, ça va être ça, cet épisode-là. Ça va être du condensé, ça va être quelque chose que j'ai pas fait souvent au podcast. Comme épisode, ça va être plus un épisode vraiment où je vais juste parler des films, là, une quinzaine de minutes de chaque film, puis tu sais, apporter tout un peu ça. Peut-être quelque chose que j'aurais pu peut-être brocher à la fin du film aujourd'hui, mais je voulais quand même essayer de garder ça à part, là. Des fois que tout d'un coup j'aurais une idée là, de quelque chose que j'aurais pu faire. Mais bon, ça va être ça au prochain podcast. Sinon, ben la semaine prochaine, on va revenir avec le premier film de Michael Bay et la semaine suivante, on va conclure toute la rétrospective avec Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows. Fait qu'entre-temps, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le film d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes un peu d'accord avec moi ou c'est vraiment comme un des pires films qui existent? Mais tu sais, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas aussi à laisser tu sais, si mettons il y a des étoiles ou peu importe où ce que vous écoutez le podcast, ben n'hésitez pas à laisser des étoiles ou des pouces ou n'importe quoi, des commentaires tu sais, positifs sur le podcast. Ça l'aide dans le fond pour des futurs auditeurs au podcast. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, go Ninja, go Ninja, go! Mikey, it's a trap. A pizza with that variety of cheese is a culinary impossibility. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Gosh, I do hope there's more of them. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. En espérant vous voir au prochain épisode. Well, dudes, I'd say that's pretty much a wrap. Yep. Cowabunga? Cowabunga! Yeah! Cowabunga!